c'est parti. Ça marche. Guillaume Delette, donc je suis chargé de projet scientifique à la réserve des Nouragues, donc en Guyane, réserve qui est gérée par le GEPOG et l'ONF. Donc je vais vous faire une petite présentation de l'utilisation du lidar au Nouragues. Globalement, comment ça fonctionne le lidar? Donc lidar, ça veut dire Laser Detection and Ranging. Donc le principe, c'est qu'en fait, vous allez avoir un capteur qui va consister en un émetteur de la faisceau laser et un récepteur. Ça va envoyer des impulsions lumineuses et ça va enregistrer le temps que met la lumière à revenir au récepteur. Donc là, sur le graphique de gauche, vous voyez une impulsion sur le faisceau à gauche, ici, qui va atteindre le sol. Donc là, 100% de l'énergie va être retournée au récepteur. Donc là, vous allez avoir aucun obstacle de rencontrer. Et sur le tir de droite, le faisceau va rencontrer plusieurs obstacles. Et du coup, à chaque obstacle, il y a une partie de l'énergie lumineuse qui est renvoyé au récepteur. Donc, comme on connaît la vitesse de la lumière et le temps entre l'émission et la réception, et la position géographique du GPS du capteur et l'angle de tir, on est capable de replacer chacun des obstacles et c'est représenté par un point dans les nuages de points. Donc là, vous voyez une scène en 3D d'un contexte forestier acquis par du lidar en nuages de points. Donc le graphe montre un dernier retour au sol sur le tir de droite, mais en contexte forestier, en fait, c'est quelque chose qui arrive relativement peu. Il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie pour arriver au sol. Et en général, une grande partie de l'énergie est captée par la végétation, notamment en canopée. Là, vous le voyez sur la scène 2D, il y a relativement peu de points au sol comparé à ce que vous pouvez choper en canopée. Donc, il y a différents portages qui existent pour la technologie LiDAR. Donc, du plus haut au plus bas, on va avoir des portages sur des satellites. Ensuite, on va retrouver ça sur du LiDAR aéroporté sur des avions ou même sur des hélicoptères. Plus bas encore, on va pouvoir équiper des systèmes de drones avec des technologies LiDAR. Et sur la partie terrestre, on va avoir du LiDAR terrestre. Donc, c'est des LiDAR qui sont portés sur des trépieds et des lidars mobiles. Donc en général, ça peut être soit en backpack, un capteur qui va scanner la scène pendant que la personne se déplace. Ça peut aussi être équipé sur des voitures. Et maintenant, il y a aussi des technologies qui permettent de le faire à partir des iPhone Pro notamment. Donc voilà globalement sur les principes du lidar et je laisse la main à mes collègues pour la suite. Alors, je vais prendre la relève, juste le temps de partager mon écran à mon tour. Hop. Normalement, vous devez avoir mon écran également. Yes. Donc, moi, je m'appelle Mathieu, je travaille à la réserve naturelle d'intérêt géologique du Lot, qui est donc gérée par le parc régional des Causses du Quercy. Pour cette partie, ça va se séparer en deux sections. Dans un premier temps, je vais vous parler rapidement du programme LIDAR HD, le programme national, et surtout comment récupérer les données. Et ensuite, je prendrai le temps de vous détailler un petit exemple en quoi ça nous sert pour la réserve et surtout sur notre périmètre d'extension de l'imagerie LIDAR. Et Thierry vous parlera ensuite de la réalité du terrain une fois qu'on a joué avec les données. Comme ça vient d'être présenté, les données LIDAR, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça fait longtemps que ça existe et que c'est extrêmement utilisé. Là où il y a une très grosse nouveauté récente, c'est qu'il y a eu un programme national qu'on appelle LIDAR HD. Et en fait, l'IGN diffuse et produit une cartographie 3D de la France entière à haute résolution. Et ces données sont accessibles. Et c'est là où il y a une nouveauté, c'est qu'on se retrouve avec une couverture d'extrême précision sur l'ensemble du territoire. Et c'est donc ça dont je vais parler un petit peu. Alors quand je vous parle de données déjà, il faut voir ce qui est disponible. À l'heure actuelle, il y a deux types de données qui sont disponibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle les nuages de points classés. Donc là, c'est vraiment l'intégralité de la donnée. Alors pas brute parce qu'elle est classée selon la typologie de l'objet regardé. Donc est-ce que c'est du sol, est-ce que c'est de la végétation basse, moyenne, haute, est-ce que c'est du bâtiment, etc. Donc il y a quand même un pré-travail qui est fait, hein. C'est pas de la donnée brute, mais c'est de la donnée qui est complète. Et depuis quelques temps, là, il y a également des modèles numériques dérivés du nuage de points qui sont disponibles. Il y a notamment des MNT et des MNS. La différence entre les deux, hein, c'est expliqué sur le petit schéma du dessous.
Donc le MNS, en fait, englobe tout, globalement, et dans le cas du MNT, on conserve simplement les variations topographiques du sol. À savoir qu'à partir du nuage de points bruts, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il est aussi possible de créer notre propre modèle numérique. Les MNT qui sont donnés à l'heure actuelle sont aux 50 centimètres, ce qui est déjà complètement fou, mais les nuages de points permettent de faire plus précis pour des besoins spécifiques. Et également, si vous avez besoin d'un modèle numérique particulier, je ne sais pas si dans votre cas vous vous intéressez juste à la végétation basse, il est possible de faire sol plus végétation basse et d'exclure tout le reste, ou de garder que la haute, que la moyenne. Il y a vraiment moyen de créer votre propre modèle numérique. Et avec QGIS aujourd'hui, là, il y a un petit plugin qui existe, là, Convert to Raster, et ça se fait vraiment extrêmement bien. Donc ensuite, comment ça fonctionne? Donc vous avez juste à aller sur l'adresse de l'IGN, hein. Vous allez dans l'onglet LiDAR HD et vous avez une interface de téléchargement. Donc on va faire un petit exemple pour un nuage de points. Une fois vous cliquez sur nuage de points, donc vous avez votre carte, de la France qui apparaît, vous allez sélectionner vos dalles et ensuite vous aurez juste à télécharger en fait, sur la partie droite. Je suis pas sûr que vous voyez mon curseur, mais vous allez pouvoir télécharger vos dalles. Il y a également la possibilité de télécharger des listes de dalles. Donc là, c'est pareil, il y a un petit plugin à installer, mais c'est extrêmement bien détaillé, donc je rentrerai pas dans le détail. Et vous allez bon, télécharger vos points LAS, pour les nuages de points directement sur votre ordi. Ensuite, vous allez pouvoir les ajouter à votre QGIS. Là, j'ai mis un premier traitement où j'ai tout simplement, en symbologie, demandé de colorer en fait mes fichiers en fonction de Z, l'altitude. Et à partir de là, on peut faire très rapidement, en quelques secondes, un petit modèle 3D en allant tout simplement dans Vue 3D. Vous lancez une nouvelle vue 3D. Il y a 2 petites choses à cocher, sinon vous allez trouver le résultat un peu décevant. Dans le petit icône en haut à droite, quand la fenêtre s'ouvre, pensez à cocher les 2 petites choses. Ça donne un côté bien plus réaliste à l'image. Et tout de suite, vous avez ça qui apparaît. Donc c'est exactement la même image que tout à l'heure. Et donc c'est la vallée de l'Alzou avec Rocamadour, Et donc on peut se promener, à l'intérieur et on voit déjà que le niveau de résolution est assez dingue pour des données qui couvrent l'intégralité du territoire et qu'on peut se promener, voir déjà beaucoup, beaucoup de choses. Comme ce sont des données classées, on peut décider de retirer certaines classes. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai demandé de conserver que le sol. Donc abstraction de la végétation, abstraction du bâtiment, etc. Et déjà, on voit que d'un point de vue géomorphologie, il y a plein de choses qui apparaissent. On voit notamment les ruptures de pente, dans le canyon qui sont liées à des différences de lithologie des calcaires, etc. On voit aussi un problème sur cette image qui renforce un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas passer à travers un objet, on va passer entre les feuillages, ce genre de choses. Et au premier plan, j'ai du bâtiment. Et là, clairement, la technologie n'est pas magique non plus. Et on voit que j'ai énormément d'artefacts et que j'ai des formes complètement biscornues qui sont liées à l'interpolation, mais ce sont des données qui n'existent pas. Donc ça, c'est souvent un peu quand même la limite de la technologie. Ça va dépendre du couvert végétal. Alors dans le Lot, on est assez bien loti parce que les survols ont été faits en hiver et on n'a pas non plus des canopées complètement folles. Ce qui nous permet de très bien voir le sol et de faire des beaux MNT, ce qui va nous intéresser, nous, dans le cadre de la géologie et de la réserve. Le deuxième type de données que vous pouvez avoir, qui sont beaucoup plus légères, ça j'en ai pas parlé, mais la limite des nuages de points, c'est que c'est top, mais il faut imaginer qu'une dalle d'1 km², c'est dans les 300-400 mégas dans les données de LiDAR HD, et donc rapidement, si vous voulez jouer avec ces données, il faut des grosses machines, etc. C'est pas toujours hyper facile. D'où l'intérêt de télécharger directement des modèles numériques disponibles, où là, pour une dalle d'1 km², de mémoire, c'est 10-15 mégas grand maximum. Donc ça permet de couvrir des territoires beaucoup plus grands sans faire des machines de guerre. Donc là, pareil, j'ai téléchargé de la même façon que précédemment, au mieux de télécharger un nuage de points, j'ai téléchargé donc des MNS et des MNT sur le même lieu. Et donc voilà, on voit tout de suite à quoi ça ressemble. Là, le seul traitement que j'ai mis, c'est que j'ai mis un ombrage à 45 degrés. Donc ça, c'est pareil dans symbologie, sur QGIS. À savoir que ça peut arriver pour certaines personnes, alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il y a des gens qui voient les ombrages à l'envers. Enfin, pas vraiment droit à l'envers, mais il y en a qui vont voir des bosses à la place des creux et des creux à la place des bosses. Dans ce cas-là, il faut juste rajouter 180 degrés à votre ombrage et vous verrez dans l'autre sens. La dernière image, pardon, c'est un premier traitement que j'ai appliqué donc à mon MNT. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste une visualisation. Derrière, il y a une donnée avec un X, un Y et un Z.
Autrement dit, on va pouvoir dessiner des profils où on va pouvoir en fait appliquer des filtres à ces données. C'est pas voilà, c'est pas juste du visuel. Et pour ça, il y a une petite toolbox, hein, qui existe, qui s'appelle Relief Visualization Toolbox, que vous trouvez sur QGIS, hein, dans les extensions. Et là, vous avez plein d'options différentes et ça vous permet, par exemple, de mettre les degrés de pente, de colorier, de supprimer certains degrés de pente, de bloquer certaines anomalies topographiques, etc. Donc il y a plein d'options différentes. Et après, en superposant vos différentes couches, vous pouvez faire ressortir des variations de relief, des variations de végétation, voilà. Ça ensuite, c'est à vous de jouer avec les données, mais il y a quasiment pas de limite, quoi. Et l'avantage, c'est que comme c'est relativement léger, on peut donc faire sur une grande surface. Les 2 premiers exemples que je vous ai montrés, on télécharge quand même des données. Il y a encore une dernière possibilité que je trouve très pratique si vous avez besoin rapidement d'un modèle numérique et que vous n'avez pas les données avec vous, c'est que là, depuis très peu de temps, le lidar HD est également disponible en lecture de flux. Donc là, je ne sais pas si vous êtes familier avec la technologie lidar de lecture de flux, hein, sur QGIS, mais en gros, au mieux de télécharger des données, il va simplement se servir sur le serveur de l'IGN et vous les affichez. Ça va faire exactement comme une application type Géoportail, mais directement sur votre projet QGIS. Donc pour ça, vous avez juste à aller sur la lecture de flux, hein, de l'IGN, hein, sur le site. Ensuite, vous allez dans l'onglet Altimétrie. Et là, vous allez avoir deux URL qui vont apparaître. Et vous allez pouvoir copier ces URL pardon, et les mettre dans votre QGIS. La première, c'est la totalité des données. Alors c'est pratique, vous le faites qu'une fois et après vous n'avez plus besoin d'y retourner. Perso, j'aime pas trop parce que ça va vous faire une liste à la Prévert dans votre QGIS et après trouver la bonne couche, c'est un peu embêtant. Sinon, vous avez plutôt des liens vers, des sous-catégories. Et là, par exemple, vous avez un lien pour la sous-catégorie altimétrie. Donc vous prenez, cette adresse, vous retournez dans votre QGIS, ajoutez une couche WMS, WMTS, vous faites nouveau et là vous rentrez l'adresse, connexion et hop, vous avez ça qui apparaît directement dans votre QGIS. Et là, vous sélectionnez le produit qui vous intéresse. Donc dans notre cas, là, sur l'exemple, je vais prendre le tout en bas, le tout dernier, MNT. Je le charge et dans mon QGIS, je vais tout simplement avoir la cartographie de la France entière avec donc toutes les données disponibles. Si j'ai des trous, c'est tout simplement parce que les modèles numériques sont pas encore disponibles sur l'intégralité des données, mais ne serait-ce qu'entre la semaine dernière, là, quand j'ai fait le PowerPoint et là, il y a déjà des dalles en plus, donc ça va assez vite. Et là, vous pouvez zoomer jusqu'à atteindre la résolution que vous voulez directement dans votre QGIS. Donc là, un petit exemple un peu sympa, hein, c'est dans mon jardin, enfin, du moins derrière chez moi. Et on voit très bien le lien entre la carte géole et le MNT. Donc sur la partie nord, une partie très karstifiée avec plein de dolines, alors que sur la partie sud de la faille, hein, il y a des terrains argileux qui sont remontés, qui sont beaucoup moins karstifiés. Et vous pouvez continuer à zoomer, hein, jusqu'à la résolution donc aux 50 centimètres. Donc pour voir vraiment des objets de tout petite taille. Alors ça, c'est hyper pratique, la lecture de flux. Il y a quand même une limite, c'est que cette fois-ci, vous n'avez pas la donnée avec vous. C'est juste un affichage. Autrement dit, vous ne pourrez pas calculer d'altitude, vous ne pourrez pas appliquer de traitement, parce que vous n'avez pas de X, Y, Z en données. C'est vraiment juste de l'affichage. Mais pour repérer des choses ou ajouter des couches, si c'est pour faire simplement une transparence, c'est amplement suffisant. Mais je ne pourrais pas calculer une pente, par exemple. Donc voilà, ça c'était un tout petit peu de théorie, je suis passé un peu vite, mais bon voilà, s'il y en a qui sont intéressés, en re-regardant le diapo, vous pourrez prendre tranquillement le temps étape par étape pour ajouter les données. Alors outre le côté fun, hein, de voir la morphologie du sol de façon hyper précise, pour nous c'est vraiment, pour la réserve, hein, c'est vraiment d'une utilité énorme. Parce que voilà, pour remettre un peu le contexte, donc la réserve géologique du Lot, elle est basée avant tout sur du patrimoine paléontologique, et il y a deux grosses vitrines à ça. La première, c'est la plage au ptérosaure, hein, c'est tout simplement une ancienne carrière avec des empreintes de ptérosaures et de dinosaures. Mais ce sont des empreintes qui sont toutes petites, hein, de l'ordre du millimètre ou du centimètre, et de toute façon sous un bâtiment. Donc là, le lidar n'a pas d'utilité aujourd'hui. Par contre, les deuxièmes sites majeurs de la réserve, ce sont les phosphatières. Donc ça, ce sont tout simplement des anciens gouffres, hein, paléokarstiques, hein, qui ont plusieurs dizaines de millions d'années, qui donc se sont creusés naturellement, et qui au cours du temps se sont remplis de sédiments, donc un peu de sable, un peu d'argile, du phosphate bien évidemment, et surtout des fossiles, qui sont étudiés donc par les chercheurs aujourd'hui, qui sont donc à l'origine du classement.
Ces gouffres, ils ont été vidés par l'homme au cours du temps et aujourd'hui, c'est des véritables gouffres à ciel ouvert. Et donc, on a des variations topographiques majeures dans le paysage, on le voit très bien sur l'image de gauche. Et donc, grâce à l'image LIDAR, on va très très bien les repérer dans le paysage. Donc là, vous avez un exemple de trois images, hein, c'est trois fois la même image, d'abord en ortho avec le couvert végétal, à savoir que le Causse, hein, c'est un paysage qui se referme beaucoup aujourd'hui. Et donc, on commence à beaucoup moins voir le sol par rapport à il y a plusieurs dizaines d'années. Sur l'image centrale, un MT classique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On aperçoit tout de suite, hein, les phosphatiers, on aperçoit très très bien les gouffres. Et à côté des gouffres, on voit également des gros monticules. Et ben ça, c'est tout simplement les tas de déblais, hein, qui ont été sortis par les mineurs et déposés. Et sur la partie droite, c'est un traitement ajouté à mon MNT, qu'on appelle SLRM, qui est dans la même petite toolbox, hein, que je vous présentais tout à l'heure, qui permet en fait de colorier non pas la topographie, mais les anomalies topographiques. Autrement dit, il considère que tout est plat et par contre, dès que j'ai une micro-anomalie, il me la colore. Et là, je me suis débrouillé pour qu'il colore en fait mes tas de déblais en bleu et mes trous en rouge. Et ensuite, en me promenant sur la carte, c'est hyper facile de trouver mes phosphatières. L'exemple que je vous montre, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps par la réserve. Ces phosphatières, elles sont extrêmement connues, elles sont protégées, etc. Mais à l'heure actuelle, on a un projet d'extension. Donc là, l'idée, c'était de trouver les autres phosphatières connues, et en commençant à jouer avec les données LIDAR, on s'est rendu compte qu'en fait, en périphérie de ce qu'on connaît, il y a énormément de sites qui ne sont pas connus, qui ont été exploités fin 1800, et à cause de la refermeture du milieu, ben, la végétation a repris ses droits, et on a perdu en fait le contact visuel avec ces phosphatières. Et donc ce qu'on a commencé à faire, c'est tout simplement prendre les MNT à l'échelle régionale, et en fait se promener un peu partout pour essayer de trouver des anomalies topographiques négatives et positives pour chercher des phosphatières. On a bien sûr retrouvé des grands classiques, hein, étudiés par les chercheurs depuis longtemps, mais on a également trouvé d'autres sites en périphérie. Donc on a commencé à mettre tout simplement à ordonner en fait les classements, on va dire en possibilités d'intérêt, en mettant des codes couleurs, et ensuite ben, il y aura toute une partie d'aller sur le terrain pour aller vérifier la réalité de la chose. Et pour ça, je vais vous laisser avec Thierry qui va vous raconter les premières expériences sur le terrain. Oui, donc moi c'est Thierry Pélissier, je suis l'ancien conservateur de la réserve du Lot et je suis membre de la commission patrimoine géol de RNF. Donc avec Mathieu, on travaille, comme il l'a dit, beaucoup sur cet aspect-là. Et pour donner un exemple un petit peu de ce que ça peut donner, sur l'image de gauche, vous avez donc en vert les limites des parcelles classées en réserve actuellement. Et ce qui apparaît en rouge et en vert, ce sont les relevés GPS qui ont été faits sur le terrain. Donc en rouge, ce sont les excavations, les trous, et en vert, ce sont les tas de déblais. Voilà. Donc à gauche, sur l'orthophoto, on voit que le secteur est très boisé et que dans ce secteur très boisé, si on veut vraiment trouver des phosphatières, il faudrait faire une prospection en ligne, genre recherche de personnes disparues, ce qu'on n'a ni le temps ni les moyens de faire. Et par contre, le LIDAR va nous permettre d'avancer beaucoup sur l'image que vous avez à droite avec le LIDAR, le modèle numérique de terrain. Et sur l'image de droite, vous voyez très bien que dans la partie basse, on distingue à deux endroits, tu peux peut-être montrer avec voilà, on distingue deux zones, au moins deux zones, qui sont en dehors de la zone actuellement classée, qui sont Clou-la-Peyre 1, où visiblement il y a un gros trou et un gros déblai, et Clou-la-Peyre 2, où on a un aspect un petit peu compliqué avec, on dirait presque un morceau de gruyère, mais bon, voilà, il y a quand même des indices de cavité et de déblai. Si on va sur le terrain, Clou-la-Peyre 1, voilà ce que ça donne. Sur la photo de gauche, vous avez donc le MNT. Sur la photo de droite, vous avez la réalité avec un spéléo qui est en train de descendre dans l'excavation parce que c'est un trou qui demande quand même des progressions techniques. Et on y est allé, donc on l'a repéré, on y est descendu pendant les fouilles estivales et d'ores et déjà, on a des remplissages qui sont alors peu fossilifères, mais qui ont déjà livré quelques éléments. Et pour l'instant, on a en fait traité un seul prélèvement de remplissage. Il y en a d'autres. Donc les résultats sont encore en attente, mais on sait d'ores et déjà que ce site est fossilifère et que donc, étant hors de la réserve, ben, il est susceptible d'intégrer le projet d'extension de la réserve.
Autre exemple sur Club La Peyre 2. Donc à gauche, vous avez le relevé GPS qu'on a fait cet été et qui est encore incomplet, on n'a pas fini. C'est quand même quelques heures de travail. Et puis, l'élément différent par rapport à Club La Peyre 1, à l'exemple d'avant, c'est que dans des excavations, certaines des excavations nous ont donné accès à des galeries souterraines. Il y a aussi dans les fossatières des parties souterraines. Évidemment, le lidar ne permet pas de les voir, mais en tout cas, c'est grâce au MNT qu'on a trouvé l'excavation et trouvé l'accès. On a ensuite fait une topographie classique, topographie spéléo classique, et dedans, là aussi, il y a plusieurs remplissages qui ont été prélevés. Et là aussi, il se trouve que les remplissages s'avèrent fossilifères. Donc pour l'instant, ce sont des listes préliminaires que l'on a. On n'a pas traité tous les prélèvements, mais là aussi, Club APR 2 est fossilifère. Et donc, d'ores et déjà, on peut voir comment va s'organiser l'extension de la réserve. Bon, les sites qui sont marqués en haut avec des moins, je ne les ai pas indiqués d'abord parce que Lac-Bouillou 2 et Baravel, lui, sont déjà dans les périmètres classés. Lac-Bouillou 1, qui se trouve en dehors, ben, en fait, n'a aucun intérêt. Il n'y a rien de visible, donc il n'a aucun intérêt. A priori, on ne va pas s'embêter pour ce site-là. Par contre, les deux sites qui sont en bas, bon, quel sera leur intérêt patrimonial, ça reste à préciser, mais ils devraient normalement intégrer le projet de réserve. Et tout ça dans un secteur qu'on pensait, en fait, bien connaître. Voilà, c'était les mystères du couvert végétal qui nous masquaient tout ça. Voilà pour l'exemple pratique. Et juste pour conclure ce que disait Thierry, en s'amusant donc avec les données lidar pardon, et les MNT à plus grande échelle, c'est plusieurs dizaines, hein, je vais rester encore, on va pas s'emballer non plus, mais il y a plusieurs dizaines, hein, de phosphatières non connues qui restent donc, à explorer. Et ça sera tout pour nous. Hop. Et je reprends la main, du coup, pour la présentation des NOAG. Hop. Hop. Et je pense que c'est bon. Alors, la réserve des NORAG, c'est 105 000 hectares, donc c'est quand même une belle surface avec toute une mosaïque d'habitats, donc le bloc forestier, des sauts sur les fleuves, des petites masses d'eau, une savane, enfin plusieurs savanes roches, ce que vous voyez en bas à droite, et des falaises remarquables. Donc, pas mal d'enjeux de conservation. Et nos plans de gestion, notre plan de gestion a mis en avant un des facteurs d'influence les plus importants pour la réserve, c'est l'orpaillage. Donc sur la carte que vous voyez à gauche, en fait, chacun des carrés rouges, c'est un chantier d'orpaillage illégal qui a été détecté depuis 2002 lors des opérations de surveillance. L'ensemble des polygones que vous voyez en bordure de réserve, c'est des titres miniers qui ont été validés depuis 2002 également. Les polygones en vert, c'est de l'exploitation forestière. Et tout le chevelu que vous voyez en noir, c'est des dessertes de pistes qui sont à la fois entretenues par les opérateurs forestiers et miniers et à l'intérieur de la réserve, du coup, par les orpailleurs clandestins. Donc avec toute une jolie batterie de photos charmantes. Donc le constat, c'est que en fait, il y a une bonne partie des impacts des arpilleurs clandestins qui est sous couvert forestier pour passer inaperçu lors des vols de surveillance. Il y avait une estimation, ce serait à peu près 50% des chantiers qui seraient détectés. Donc au vu du nombre de chantiers déjà détectés, ça laissait présager à de belles surprises, enfin belles, pas tant que ça. Et du coup, en 2022, on a une acquisition de 70 000 hectares que vous voyez ici sur l'est de la réserve, du coup, qui est concernée par la problématique, avec pour objectif, du coup, de cartographier les impacts, de les évaluer et aussi améliorer les connaissances topographiques sur les approches terrain. Puisque le programme LIDAR HD vous a été présenté, mais ne couvre pas la Guyane. On est obligé de faire avec des acquisitions à part. Donc, concernant la cartographie des impacts, on se base du coup sur les modèles numériques de terrain, donc qu'on a fait à partir des données brutes, une résolution 50 cm. Donc là, on peut voir sur la partie de gauche une détection de pistes sur une crête. Vous avez au milieu des cratères d'orpaillage illégal, du coup, au sein de la réserve.
En dessous, c'est une exploitation probablement légale, mais qui remonte au tout début des années 1900 ou voire 1800, lors de la ruée vers l'or, après la découverte de la première pépite au Nourag en 1855. Et à droite, des chantiers encore plus conséquents. Là, c'est la frontière de la réserve, la partie sud que vous voyez, c'est la réserve, et la partie nord, c'est en dehors de la réserve. Et ça, c'est un hors-titre, c'est un minier qui est exercé sans autorisation, du coup, sur la réserve. Donc, on voit en termes de forme de bassin que c'est assez différent au final de ce que font les orpailleurs clandestins. Du coup, pour cartographier ça, alors je connaissais pas la technique SLRM qu'ont présenté les collègues, et ça pourrait être intéressant effectivement de regarder pour détecter les anomalies, pour détecter les bassins utilisés lors des chantiers. Moi, j'ai utilisé une autre approche qui s'appelle Stochastic Depression Analysis. En gros, sous le logiciel Whitebox, en gros, ça va calculer pour chaque pixel la probabilité que ce soit une dépression. Sachant que les bassins peuvent être considérés comme une dépression. Et avec tout un système de seuillage, on arrive à extraire du coup les différents bassins. Ici, donc, c'est l'exploitation légale qui est faite en hors-titre au sein de la réserve. Avec la possibilité, du coup, grâce au LIDAR, on peut avoir un réseau hydrographique fin par rapport à ce qu'on peut avoir sur la baie des Carthages, et recouper ça pour savoir quels sont les bassins qui sont connectés encore au réseau hydrographique ou non, puisque c'est un enjeu de conservation assez fort, puisque en gros, les bassins de décantation sont des zones favorables à la méthylmercurisation du mercure, qui est la forme la plus toxique du mercure, qui est utilisée par les orpailleurs illégaux, mais aussi par les exploitants légaux sur les exploitations passées. Maintenant, c'est interdit. Donc, ça nous a aussi permis, ces données-là, de comprendre aussi tout ce qui était communauté aquatique. Ça nous a rajouté pas mal de variables très intéressantes pour comprendre globalement ce qu'on observait sur les études qu'on a fait sur les volets poissons, invertébrés aquatiques, avec des variables impact, donc des surfaces au sol travaillées en amont. C'est des choses qu'avant le LIDAR, on n'avait pas. On avait un point GPS, c'était la même chose que le bassin fasse 5 mètres ou que ce soit un chantier qui fasse plusieurs piscines olympiques. Des distances à l'impact précises, aussi les pourcentages de couverts forestiers qui vont aussi influencer pas mal la température en eau, et des variables naturelles qui peuvent beaucoup également expliquer les cortèges qu'on peut observer avec les pentes de cours d'eau, les largeurs de cours d'eau, les ordres de Strahler, également aussi la présence de cascades qui peut radicalement changer les communautés aquatiques. Et sur les impacts forestiers, du coup, il y a pas mal dans la littérature existante, il y a pas mal de métriques qui existent. Il y en a presque une par papier, donc il y en a tout un lot. Dans celles qui ressortent le plus pour modéliser les impacts forestiers, concernant la structure verticale, donc on va avoir tout ce qui est hauteur de canopée. On va avoir la foliage height density. Donc ça, c'est une métrique pour comprendre la complexité verticale de la canopée, donc le nombre de strates qu'on va retrouver au sein de la canopée. Et un modèle qu'on appelle la relative density model. Donc en gros, ça va calculer la densité de végétation en dessous de 5 mètres, là, pour avoir une idée de la densité du sous-bois. On va avoir aussi d'autres métriques pour la structure horizontale, donc la densité de végétation, la plant area density. Et après, on va en avoir plein d'autres, les surfaces de trouée. Sur les complexités forestières, on va avoir la rugosité de la canopée, des variances de hauteur. Donc, il y a tout un paquet de métriques. Il y a quand même des difficultés de taille. C'est que les secteurs qu'on couvre au LIDAR sont très peu accessibles. Donc, c'est très difficile de faire de la validation terrain. En général, c'est des choses qui sont quand même recommandées sur des approches LIDAR, puisqu'on peut vite avoir des biais dans les estimations, notamment pour tout ce qui est, par exemple, l'estimation du sous-bois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent, il y a relativement peu de faisceaux qui atteignent le sol. Donc, il peut y avoir une surestimation de la densité de végétation faute d'énergie suffisante des faisceaux. On manque également d'informations temporelles pour caractériser les impacts. Donc, parfois, il y a des chantiers qui sont là depuis 50 ans, d'autres 5 ans.
Donc c'est difficile de pouvoir faire sortir vraiment des résultats d'impact quand on n'a pas cette information-là sur la reprise végétale. Et aussi se pose la question de l'échelle de travail appropriée. Donc chacune de ces métriques est calculée sur des petites mailles. Donc la résolution, ça peut être du 2 mètres 2 mètres, 1 mètre 1 mètre, 5 mètres 5 mètres. Et selon la métrique, il y a des différentes résolutions qui vont être plus ou moins adaptées. Et c'est toujours un petit peu compliqué de savoir quelle est la résolution la mieux sans validation terrain. Donc là, je vous ai montré quelques exemples sur le hors-titre qu'on a eu et qui sont les plus gros impacts qu'on a eu sur la réserve. Donc sur de la rugosité de la canopée, donc en haut à droite, c'est la densité du sous-bois, où on voit en gros, plus c'est jaune, plus c'est dense. Et en fait, il y a un petit effet lisière. Les trouées lumineuses boostent le sous-bois sur les zones impactées. La hauteur de canopée que vous voyez en bas à gauche, avec en bleu du coup, tout ce qui est hauteur de canopée les plus basses, voire des hauteurs au sol, et la foliage head diversity, du coup, qui est la complexité verticale de la forêt. Donc avec toutes les zones avec la végétation la plus basse qui forcément est forcément moins complexe, puisqu'il ne peut pas y avoir une stratification verticale sur des forêts de moins de 10 mètres, par exemple. Donc ça nous a permis de sortir quand même des résultats relativement intéressants. Donc sur les plots que vous avez là, donc sur la partie gauche, c'est la partie qui a été exploitée en hors titre, du coup sur une surface de plus de 4 km. Donc il y a plus de 20 ans, avec une absence de reprise végétale constatée. Et la partie à droite, c'est un secteur que j'ai pris où il n'y a que de l'exploitation d'orpaillage illégal, et a priori l'ensemble des impacts date il y a à peu près 10 ans. Donc, si on regarde chacun des plots, en fait, ce que j'ai mis en orangé, c'est les forêts qui n'ont pas eu d'impact. J'ai fait la classification à partir de la détection des impacts que je vous ai montré tout à l'heure. Et en bleu, du coup, c'est toutes les parties qui ont été impactées sur le secteur. Et on voit que globalement, la partie impactée va avoir une hauteur de canopée qui est beaucoup plus faible que les zones pas impactées. Donc bon, ça c'est relativement attendu, même si 20 ans après, c'est quand même un sacré problème. Et on voit qu'il y a d'autres métriques qui répondent très bien. Donc la FHD, donc c'était la complexité verticale. On voit qu'il y a une nette baisse de la complexité verticale sur les secteurs impactés, et aussi la densité de végétation. Mais ça, c'est probablement expliqué du coup par la hauteur de canopée, qui, en étant plus basse, force à une complexité beaucoup plus faible et forcément une densité de végétation qui est beaucoup plus faible. Et à l'inverse, du coup, pour tout ce qui est orpaillage illégal, comme on vous avait dit tout à l'heure, ils essayent de travailler au maximum sous couvert forestier. Et ben, en fait, les réponses sont beaucoup plus contrastées, avec des hauteurs de canopée qui sont légèrement plus basses, mais avec relativement peu de différence en termes de complexité verticale et de densité de végétation. Donc ça, ce sera des choses à explorer, voir les effets de la résolution des différentes métriques. Mais c'est des choses intéressantes, ne serait-ce que pour prioriser nos actions de gestion pour la suite. Après, il y a aussi d'autres petites utilisations quand même du lidar, puisque ça a quand même un coût, donc c'est bien de la ventiler sur d'autres utilisations. Donc à gauche, à partir de la détection de dépression, on est capable aussi de détecter des habitats remarquables. Donc là, c'est les mares temporaires, les mares explosives. Donc je ne sais pas si ça vous parle. C'est des zones qui se remplissent en eau pendant les premières pluies de la saison des pluies, et qui sont des fortes zones de reproduction d'amphibiens, notamment protégés. Et c'est des secteurs qui sont très difficiles à reconnaître, puisqu'ils sont en eau de manière très très temporaire. Donc là, vous avez en jaune des secteurs de dépression qui sont favorables à ce type d'espèces. C'est hyper important à cartographier. Le lidar nous a aussi permis de détecter des faciès relativement rares en Guyane, notamment une énorme falaise où on est allé prospecter et qui a contribué à la découverte de pas mal d'espèces nouvelles pour la science. Il y avait que 5 mètres de prospectables sur la falaise, et on a eu 5 nouvelles espèces, donc c'est quand même pas mal. Donc pour la prospection, c'est quelque chose de très intéressant. Et aussi pour la partie archéologique. Du coup, là,
ça montre qu'il y a eu un lourd passif colombien sur la réserve des Nourags. Donc là, vous voyez des montagnes couronnées. C'est des digues qui sont placées au sommet de montagnes. On ne sait pas encore totalement pourquoi les Amérindiens faisaient ça, mais ça permettra d'alimenter des futures prospections archéologiques, en tout cas. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Thierry, Mathieu et puis Guillaume. Maintenant, on a un petit temps de discussion, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Soit vous levez la main, soit vous mettez votre question dans le chat. C'est le moment. Du coup, moi, j'avais une question dans le cas où on ne peut pas bénéficier du coup de la technologie comme en France métropolitaine. Combien ça coûte? Est-ce que vous mutualisez? Comment? Là, pour le coup, c'était 70 000 euros pour faire les 70 000 hectares, pour donner une idée. Et du coup, on avait fait une demande France Relance et c'est chaque gestionnaire doit faire une demande distincte. Il n'y a pas vraiment de stratégie régionale, en tout cas, pour faire des acquisitions à ce stade. D'accord. Il y a une question de Sabrina. Est-ce que le LIDAR est utilisable pour faire des bathymétries? Tu veux répondre, Guillaume, ou... Parce qu'en fait, j'ai un exemple. Donc, la réponse simple, hein, c'est non, ce n'est pas possible, mais il y a des choses qui ont été faites par certains laboratoires, en fait, où sur des zodiacs, ils ont monté, en fait, ce qu'on appelle un chirp, moi, je ne sais plus le nom exact, mais en gros, un appareil à bathymétrie qui va vers le bas et un lidar sur la partie aérienne pour coupler les deux et avoir vraiment la totalité du modelé des plages et la donnée bathymétrique en profondeur. Mais par contre, directement avec les données lidar, c'est pas possible, à ma connaissance, hein, d'avoir la bathymétrie parce que je pense qu'au niveau de l'interface RO, il doit se passer des choses un peu bizarres et ça fonctionne pas. C'est ça. Une autre question de Félix. Pour la détection des petits bassins plans d'eau, à quelle résolution de MNT travaillez-vous? Moi, du coup, bah, je travaille sur une résolution de 50 cm et ça suffit, je pense, pour détecter quand même la plupart des bassins, je pense. Une autre question de Pierre-Alain. Si la date de passage est une période de basse eau, on a une partie de bathymétrie. Ouais, c'était plus une réponse, et c'est tout à fait vrai, hein. C'est Ah, vrai que pardon. si on est sur la partie basse du niveau marin, enfin la partie basse de la marée, le survol ben, va donner les données. Par contre, il faut espérer que le survol matche avec la donnée qu'on a besoin, quoi. Et ça, c'est un peu un coup de hasard dans le cas des données LIDAR HD, quoi. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Et est-ce que vous savez si c'est beaucoup utilisé dans les réserves déjà En Guyane, en tout cas, oui, ça commence. Ne serait-ce que pour avoir une meilleure connaissance topographique, replacer les cours d'eau au bon endroit, la prospection de mares temporaires, comme je vous ai montré. Ça commence doucement. Mais là, il y a encore très peu de réserves qui sont couvertes en Guyane, en tout cas. Mais je pense qu'honnêtement, le fait qu'il y ait ces nouvelles données, ou du moins pour la France métropolitaine, et je crois qu'il y a aussi la Réunion, peut-être la Guadeloupe, je pense que c'est un gros plus parce que ça permet d'avoir des données et on sait que le coût du lidar normalement est quand même extrêmement cher. Et le fait qu'il y ait ces données disponibles, à mon sens, c'est vraiment un gros plus, hein, pour les réserves. Oui, je partage tout à fait ce que dit Mathieu. Nous, on avait la chance d'avoir sur le camp militaire du Caylus un lidar qui avait été fait alors, pour l'archéologie, mais en fait, ça avait coûté très cher. Il n'y a jamais pu avoir le traitement des données. On n'avait que les données brutes. Et en fait, maintenant, la qualité de ce qu'on a sur Géoportail est supérieure à ce qu'on aurait pu avoir avec beaucoup d'argent. Donc, c'est quand même intéressant.
Moi, j'ai juste une question très pratique. Quand on n'est pas, enfin pour l'instant, on a pris connaissance en fait du LIDAR par le biais du syndicat qui l'utilise sur tout ce qui est justement cours d'eau, comme vous disiez, pour repositionner les emplacements en cours d'eau, etc. Nous, on n'a pas encore trop mis le nez dedans. Est-ce que du coup, c'est facile dès le démarrage à s'approprier les données, à pouvoir faire un minimum d'exploitation? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent, notamment sur des tutos, des exemples d'utilisation qu'on peut faire soi-même? Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? Alors, moi, avant que les données sortent, j'avais jamais joué du tout avec ce type de données. Et très honnêtement, en allant sur le site de l'IGN, ils ont aussi un YouTube, hein, le site de l'IGN, où il y a des petits tutos. Et surtout, en fait, ils ont déjà fait des conférences où il y a des échanges et des gens qui donnent des exemples d'utilisation. Ouais, Je trouve que globalement, ils ont sorti des produits, surtout maintenant qu'il y a les MNT, MNS déjà disponibles. Quand c'est sorti, c'est vrai que je me suis un peu précipité dessus et j'ai entre guillemets perdu du temps parce que je voulais absolument jouer avec les nuages de points, etc. Mais je trouve que c'est quand même très intuitif d'utilisation. d'accord. Et au Ok. pire, tu demandes à ton voisin, Sonia. Ouais, non, non, mais c'est parce que justement, enfin, l'idée c'est ça, c'est qu'on est comme tout le monde, on n'a pas trop le temps de vouloir se lancer dans ces choses-là parce qu'on se dit on se lance un peu dans une usine à gaz sans trop savoir où aller. Donc c'était pour savoir si déjà voilà, il y avait des choses qui existaient et qui étaient faciles à utiliser, à prendre en main seul, quoi. Ouais, non, il y a pas mal de choses. Et puis il y a aussi, quand tu vas sur le site de l'IGN, ils ont créé une plateforme collaborative. D'accord. Et il faut créer un compte et ensuite sur la plateforme, bah, tu peux voir des questions récurrentes et en fait, on se rend compte que, bah, souvent, il y a un peu les mêmes problématiques pour tout le monde, pour le traitement des données et cetera. Comment traiter plein de données d'un coup, c'est souvent quelque chose qui revient Ouais. et voilà. Moi, je trouve que c'est Ok. quand même bien aiguillé et je pense que le phénomène va s'amplifier parce qu'il y a de plus en plus de monde qui va l'utiliser, de plus en plus de réserves et cetera. Et et voilà, je pense que dans les prochains mois, ça va devenir vraiment beaucoup plus simple encore. Ok, super, merci. On a une question de Julien. Est-ce qu'il est possible de faire la relation avec les codes NFG, NGF à partir de la couche disponible sur le géoportail? Et si oui, comment? Alors ouais, j'ai vu qu'il y avait eu des questions justement là-dessus, sur, la plateforme collaborative et je n'ai pas par contre la réponse, mais j'ai vu que c'est un des sujets qui avait déjà été lancé sur ça. Mais j'ai pas pris le temps, dans notre cas, c'était pas primordial donc j'ai pas pris le temps de zioter. Et du coup, est-ce qu'il y a des ressources pour des échanges, des chats sur la thématique LIDAR? Bah, moi, le seul exemple que j'ai là en tête, c'est la plateforme collaborative qui a été mise en place par l'IGN et après voilà, à droite à gauche, j'ai quand même vu pas mal de enfin, quand on commence un peu à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses déjà qui ont été faites et qu'il y a pas mal de tutos sur plein de choses. C'est beaucoup utilisé dans le milieu de l'archéo. Moi, les premières infos que j'ai eues, notamment le SLRM, c'est tout simplement des gens de l'archéo qui m'ont montré ça, donc voilà, j'ai bon espoir que ça devienne rapidement un outil très classique en fait, pour beaucoup de monde. Euh, Bah, peut-être Rémi, tu veux poser ta question directement? Oui, bonjour à tous. Rémi Landau à l'appareil, enfin Rémi Landau du département du Cantal pour la réserve naturelle des Tourbières du Jolan. Tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Oui, disons que je fais un tout petit peu de SIG et on utilisait notamment les données de MNT provenant du LIDAR pour repérer des drains agricoles. Et je voulais savoir quelles étaient éventuellement enfin, s'il existait donc des applications pour pouvoir voir ou modéliser les écoulements des eaux de surface pour alimenter qui alimenteraient des zones humides. Alors là, par contre, j'ai pas du tout de réponse à te donner, hein. Je suis désolé, ça dépasse pleinement mes C'est pas grave. connaissances actuelles. Ouais, D'accord, bah pas de du souci. coup, bah sur l'outil Saga, je pense que tu peux utiliser
sur QGIS, tu peux utiliser ton MNT avec des calculs de pente. Je pense qu'il va réussir à recréer du coup un système hydraulique sur tes drains. Ok, d'accord. Outil Saga que je pourrais Ça s'appelle Saga, retrouver ouais. Sur QGIS, ouais. Ok, d'accord. C'est une extension qu'il faut que je récupère Ouais, ou c'est un. Ok, ouais, c'est ça que tu installes. C'est ok, pas en parfait. natif. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour la réponse. Tu as une réponse là dans les commentaires. Attends. Ah ben parfait, impeccable. Merci. Il y a quelqu'un qui levait la main. Et du coup, il y avait que le nom de la réserve. Oui, non, pardon, c'était moi. C'était juste pour répondre à Rémi, oui, justement, sur ce qui peut être utilisé, c'est en effet Saga et de calculer ce qu'on appelle le TWI, donc le Wetness Index. Mais je vois que la réponse a été mise dans le chat. Impeccable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les diaporamas, du coup, on pourra les récupérer qui ont été présentés. Oui, bien On a sûr. enregistré les présentations, donc ils seront mis, enfin, ils seront partagés comme pour les autres cafés des gestionnaires aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? N'hésitez pas, c'est l'opportunité. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Mathieu, Guillaume et Thierry voulaient dire un dernier mot avant qu'on clôture le webinaire? Non, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à vous Ok, bah, trois. merci. Pour moi, c'est bon aussi. Merci beaucoup à vous trois et du coup, on vous retrouve au prochain webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.